Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in-PL et aujourd'hui on va discuter de 3 des rencontres de la 16e journée de Premier League, 3 qui m'intéressent avec en ouverture Chelsea qui affronte Everton au Bridge pour ensuite enchaîner avec Crystal Palace face à Manchester City, 2 équipes du haut de tableau et enfin on va terminer avec Manchester United face à Bournemouth, 2 équipes qui sont capables autant de grosses performances que de s'effondrer totalement comme on peut le voir actuellement. Petite intro et on en discute. Pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément, c'est une petite chose pour vous et moi ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu. On va commencer donc avec la première rencontre de ce week-end qui opposera donc Chelsea à Everton au Bridge. 2 équipes qui se connaissent plutôt bien, qui performent en Première Ligue depuis de nombreuses années. C'est une équipe Everton qui réussit plutôt bien à Chelsea à domicile, je précise, sur les 5 dernières années, Chelsea n'a perdu aucune fois face à Everton. Mais dans les 10 dernières confrontations qu'on a entre les deux, on est quand même à 4 victoires pour Chelsea, 3 défaites. C'est quand même 3 victoires pour Everton, mais à chaque fois en déplacement et à l'époque, Goodison Park. Maintenant, ce sera au Dickinson Park. Au Dickinson Stadium, je sais même plus. Du coup, on est sur voilà, 2 équipes qui, actuellement, au classement, sont très proches l'une de l'autre. Il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Chelsea à la 5e place et Everton à la 7e. On est sur une équipe de Chelsea en gros downfall depuis 3 semaines à peu près, allez 2 semaines plutôt, qui n'arrive pas du tout à enchaîner après sa très bonne période suite au retour de trêve internationale avec la victoire face au Barça, avec l'enchaînement face à Arsenal qui était quand même une très belle rencontre pour eux. Du côté d'Everton, on performe plutôt bien, les dernières rencontres se sont plutôt bien passées. En plus de ça, on a certains joueurs qui quand même surnage dans cette équipe. Je pense à des Dewsbury Hall qui fait un début de saison magnifique, un Grealish qui a repris des couleurs du côté d'Everton, et en plus de ça, on a des Iliman Ndiaye, des Idrissa Gueye, qui sont des joueurs avec un talent monstre, qui peuvent déclencher un match du tout au rien. Mais on va voir ce que ça va donner, parce qu'on a quand même Idrissa Gueye qui revient suite à sa suspension, à son embrouille face à Keane, où il l'avait quand même giflé, pardon, après une petite bride. Donc on va voir comment ça va se passer, c'est son premier match de retour, je pense qu'évidemment il va être mis en tant que titulaire sur ce match-là, parce que ça reste un joueur avec une telle qualité que tu peux difficilement t'en passer quand même du côté d'Everton. Et du côté de Chelsea, pas de grand changement, le 11 risque de rester quand même le même que lors des précédents matchs de Premier League. On a toujours la suspension de Caicedo, évidemment, mais en dehors de ça, ça devrait être le 11 titulaire. Logiquement, Fofana devrait être dans cette défense avec Chalobah, malgré la petite blessure qu'il a eue à l'œil cette semaine en Champions League. Je pense que normalement, il devrait être apte. Ça reste une blessure à l'œil, c'est pas une blessure musculaire ou autre, donc il devrait jouer. Donc on devrait être avec cette charnière centrale titulaire. Sanchez évidemment toujours au but, on devrait avoir la paire Cucurella-Malo Gusto, et vu que Malo Gusto devrait rester sur cette aile droite, avec l'absence de Caicedo encore plus, on risque de continuer à voir Reece James en tant que milieu défensif central. Je le trouve excellent dans cette position-là, mais c'est vrai que l'équilibre en défense est un petit peu plus compliqué du côté de Chelsea en son absence, parce que c'est un latéral, ça reste un latéral droit, et un latéral droit tellement talentueux que même si, quand tu le mets en milieu de terrain, évidemment tu perds de qualité sur l'aile droite. Je dis pas que Malo Gusto est un mauvais joueur, c'est même un très très bon joueur, mais il n'est pas au niveau de Reece James, et l'absence de Caicedo va forcément se faire ressentir. En plus de ça, en pointe, tu vas forcément retrouver Joao Pedro, parce que Liam Delap s'est à nouveau blessé, même si de toute façon il n'était pas performant, il s'est à nouveau blessé. Estevao devrait jouer à droite et Pedro Neto devrait jouer également sur l'aile gauche parce que tout simplement Garnacho semble être une solution de sortie de banc. J'ai pas l'impression que Maresca pour l'instant lui fasse suffisamment confiance pour le mettre titulaire à chacun des matchs. Et Baino Gittens nous a totalement prouvé qu'actuellement il n'a pas le niveau Premier League ni même Champions League. Il n'a pas été bon sur les dernières rencontres, sur les dernières chances que Maresca lui a données. Donc je vois difficilement Maresca lui proposer une place de titulaire sur cette rencontre. Surtout qu'actuellement, vu la dynamique des derniers matchs de Chelsea, Chelsea doit absolument engranger de la confiance. Parce que mine de rien, ils ne sont qu'à, je crois que c'est 8 points d'Arsenal, quelque chose comme ça, 8 points, ouais, ça doit être ça. Donc tout est encore jouable, tu dois absolument maximiser le plus de rencontres possible, on n'en est toujours pas à la moitié du championnat, on est à la 16e journée, ce sera seulement à la 19e qu'on sera à la moitié, donc il y a encore beaucoup de points à prendre, le Boxing Day commence vraiment maintenant, et les matchs vont s'enchaîner jusqu'à Noël, même jusqu'au début janvier, donc il faut rentrer dans cette période-là avec la meilleure dynamique possible. J'imagine, connaissant Chelsea, qu'ils vont venir avec quand même une agressivité assez élevée. De toute façon, ils n'ont plus la possibilité de prendre ces matchs à la légère. On connaît la difficulté qu'ils ont actuellement face aux équipes milieu de tableau, voire bas de tableau, et à quel point ils sont bons face aux grosses équipes.
Je crois avoir entendu dire que Reece James et tout le club avaient eu de grosses conversations à ce sujet-là sur le manque de confiance qu'il pouvait avoir, ou tout simplement sur le manque d'implication et de concentration face au petit club. Donc à voir si cette conversation va vraiment avoir un impact, et si derrière on va voir les joueurs prendre ces matchs un petit peu plus sérieusement. On a toujours le retour, enfin en tout cas Cole Palmer qui est de mieux en mieux, mais c'est encore difficile, il rentre d'une blessure qu'il a quand même éloigné des terrains pendant longtemps. En plus, il a eu 2-3 petits autres pépins qui l'ont empêché de revenir plus tôt. Mais on est sur une équipe de Chelsea qui reste quand même une des meilleures équipes d'Angleterre, même si Everton est sur une bonne dynamique depuis ce début de saison, qu'on n'attendait pas forcément. Je mets clairement Chelsea quand même favori sur cette rencontre-là. Je les vois à Bridge dominer très clairement et de la tête et des épaules, même si du côté d'Everton, il y a quand même de belles individualités qu'il n'y avait pas les saisons précédentes. Donc je vais pas trop me fier à ce qui s'est passé les saisons précédentes, même si je crois que c'est à domicile, c'est un 1-0 pour Chelsea, un 6-0 et peut-être un 3-0 sur les dernières rencontres, donc peu de buts, voire même pas du tout du coup, pour Everton. Mais avec des individualités comme ils ont cette année et un collectif qui fonctionne tellement bien, je les vois quand même au moins mettre un pion. Mais derrière, je vois un Chelsea quand même au-dessus et je vois une victoire de Chelsea assez nette, 3-1. Mais je vois quand même la possibilité avec un Iliman Ndiaye qui est tellement intéressant, un Dewsbury Hall qui actuellement est le meilleur joueur d'Everton, proposer de nombreuses choses et sûrement avoir de grosses occasions. On sait aussi que la défense de Chelsea est friable, même si la paire Chalobah-Fofana donne confiance. Franchement, ils ont l'air de bien jouer ensemble, mais il y a une telle rotation du côté de Chelsea sur les défenseurs, comme on peut le voir là sur le dernier match, ils ont essayé de faire tourner. D'abord, tu avais Chalobah sur le terrain, qui faisait plutôt une bonne partie, mais tu as remplacé Chalobah par Fofana. Tu as fait beaucoup jouer Tozin, tu as fait beaucoup jouer Achimpong, voilà, donc il y a une telle rotation dans ta défense que je pense que les automatismes vont être quand même encore difficiles à mettre en place, et j'ai l'impression que c'est un des gros problèmes du côté de Chelsea, trop grosse rotation, donc pas assez de connexion entre les joueurs, et ça peut leur poser problème. Mais on voit également un Robert Sanchez, pardon, qui fait de top performances en ce moment et qui peut être l'une des clés de la rencontre pour Chelsea. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je pense que ça va être une rencontre avec quand même pas mal de buts. Chelsea a quand même tendance à beaucoup marquer face à Everton. Donc j'espère un beau match. Je sens qu'Everton quand même est sur une bonne dynamique et peut créer la surprise, mais je vois clairement un Chelsea dominant. La deuxième rencontre qui nous intéresse, ce sera Crystal Palace face à Manchester City. Donc déplacement des Citizens du côté de Selhurst Park. C'est une rencontre que j'attends énormément parce qu'actuellement, ils sont respectivement 2e et 4e de Première Ligue, avec deux équipes qui ont des dynamiques très similaires. Je m'explique. Évidemment, au début, c'était pas exactement la même chose, mais avant trêve internationale, je parle vraiment de la dernière, les deux équipes étaient sur une très bonne dynamique. Ils avaient enchaîné chacun, je crois que City c'était 8 victoires et Crystal Palace c'était 4 ou 5. Donc très bonne dynamique, la trêve internationale arrive et les deux équipes enchaînent 2 défaites. Pour City, ils enchaînent Newcastle et ensuite en Champions League Leverkusen. Et du côté de Crystal Palace, ils enchaînent la défaite Strasbourg en Europa League, ou en Conference League, pardon, et ensuite ils enchaînent une défaite face à Manchester United. Mais depuis, c'est que des victoires pour les deux équipes. Donc c'est deux équipes qui ont des dynamiques quand même très similaires, surtout depuis, allez, on va dire, depuis le début du mois de novembre, voire fin de mois d'octobre. C'est deux équipes aussi aux antithèses. C'est-à-dire qu'au niveau des statistiques, on est face à la deuxième meilleure défense de Première Ligue, Crystal Palace, et la meilleure attaque de Première Ligue, Manchester City. Manchester City qui a marqué 35 buts quand même, mais qui en a encaissé 16. Et du côté de Crystal Palace, on en a encaissé que 12. Par contre, on en a marqué surtout que 20. Donc quand même 15 buts de différence marqués. C'est assez énorme. On sait que l'attaque de City, c'est son gros point fort et que même, je dirais qu'actuellement, la défense, c'est un vrai point faible. En tout cas, il y a des grosses brèches du côté de Manchester City. Et du côté de Crystal Palace, on a vraiment une équipe, une vraie équipe, avec des automatismes qui se sont créés sur les dernières années, avec surtout un collectif hyper impactant, hyper impressionnant, des individualités très intéressantes. On parle de joueurs comme Adam Wharton, que je pense tout le monde va s'arracher à la fin de la saison, qui est un top milieu de terrain que j'adorerais voir du côté d'Arsenal. Mais en plus de ça, tu as une charnière défensive excellente. Tu as sûrement, après celle d'Arsenal, peut-être la meilleure charnière défensive de Première Ligue, avec Maxence Lacroix, que je trouve vraiment très bon depuis ce début de saison. Marc Guéhi, qui a eu un peu de mal sur la rentrée, sûrement suite à tout ce qui s'était passé autour de son
probable transfert du côté de Manchester City. Et enfin, tu as Chris Richards qui, voilà, à E3, cette défense à 3 fonctionne très très bien. Et en plus de ça, Dean Henderson de son côté, voilà, Thomas Price, on connaît, qui est un excellent gardien, qui a fait quelques boulettes sur, notamment face à Manchester United, mais en dehors de ça, il est quasiment, je vais dire, excellent à tous les matchs qu'il a fait depuis le début de saison. En plus de ça, tu as Jean-Philippe Mateta en pointe, qui est vraiment très très bon, qui réussit de top performance, mais qui s'est calmé un petit peu sur les dernières rencontres. Je crois que depuis son triplé face à Bournemouth, je crois qu'il n'a plus marqué. Ou peut-être qu'il a marqué un but, mais oui, un penalty face à Manchester United. Ouais, c'est ça, il avait marqué le penalty face à Manchester United, mais avant ça, il n'avait pas marqué depuis son triplé face à Bournemouth. Donc, c'est un petit peu en demi-teinte pour lui, mais ça reste un excellent joueur. Et honnêtement, cette composition de la part d'Oliver Glasner, hyper bonne, hyper qualitative. Le bloc réagit, répond très bien à ses consignes. On sent que tout est quasiment travaillé, c'est scolaire à fond. Alors que du côté de City, on est un peu plus dans le côté expérimental. Pep Guardiola essaie de nouvelles choses, ce qui est bien. Voilà, on voit vraiment un entraîneur qui se renouvelle, qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ce côté-là de Pep Guardiola, qui était plutôt du genre aller dans un club, acheter beaucoup de joueurs, venir avec ses idées bien précises et mettre tout le monde au diapason. Suite à la saison catastrophique qu'ils ont fait la saison passée, il a dû trouver des réponses à ça. Et ça a été notamment en changeant sa méthode de travail. C'est-à-dire que on n'est plus sur de la possession à tout prix, mais on est plus sur du jeu en transition. Ce qui fait également que du côté de City, ça ouvre énormément de brèches. Offensivement, c'est hyper intéressant. Que ce soit Ryan Cherki, Foden, Haaland, les trois se trouvent très très bien. Doku, sur son aile, est excellent. Ça fait quoi, 2 ans maintenant? Je crois qu'il est juste arrivé la saison passée, si je dis pas de bêtises. Il était très bon, mais ça restait un joueur de rotation. On avait quand même presque Grealish sur le début de saison qui était un peu encore devant lui. Mais sur cette saison-là, il a vraiment montré l'impact qu'il pouvait avoir et la déstabilisation qu'il pouvait apporter pour un bloc. Il est impressionnant. On savait déjà que c'était un excellent dribbleur, sûrement l'un des meilleurs d'Europe, mais là, ça ne fait que se concrétiser. Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur dribbleur d'Europe, peut-être avec un Désiré Doué ou quelque chose comme ça, mais il est excellent. Le seul problème pour Doku, c'est sa finition, sa dernière passe. Il a tendance à très bien passer son vis-à-vis, mais dans le dernier geste, il se foire souvent et ça donne rarement but. C'est la grosse difficulté, le gros travail qu'il doit encore apporter à son jeu, même s'il reste encore très jeune. Et est un Ryan Cherki qui commence à exploser du côté de City. Voilà, on sent que Guardiola a encore du mal à le mettre tout le temps titulaire. Il l'a même pas fait jouer, je crois, pendant presque 3 matchs ou quelque chose comme ça récemment encore. Il a du mal à le mettre titulaire. On a tendance à plus voir Reinders en ce moment en Première Ligue. Ça a été l'inverse cette semaine en Champions League, qui a été d'ailleurs une très belle victoire pour Manchester City face au Real de Madrid. Donc je pense qu'ils vont continuer à surfer sur la très bonne dynamique dans laquelle ils sont. Ils collent à seulement 2 points d'Arsenal, donc ils vont surtout pas vouloir creuser le gap en laissant Arsenal partir un peu plus. Donc de toute façon, eux, leur objectif, c'est d'engranger le maximum de points. Mais la grosse question du côté de City, c'est la défense. La paire Gvardiol-Diaz, et on va même compter Donnarumma dans le trio, a pas l'air de fonctionner super bien. Je trouve Gvardiol plutôt bon. Franchement, depuis ce début de saison, il est plutôt bon. Il a toujours ce côté en plus impactant offensivement, en plus de son impact physique défensif. Mais là, je trouve le gros point faible actuellement sur la défense de City, c'est leur côté droit. Matheus Nunes, on le sait, c'est pas un latéral de métier, mais par rapport à O'Reilly, qui également est un milieu défensif, un milieu central, je le trouve vraiment en dessous. Défensivement, c'est difficile pour lui. La plupart des actions dangereuses viennent de son côté. Là où je trouve qu'un O'Reilly est beaucoup plus, comment dirais-je, calme et beaucoup plus sûr de lui et de ses capacités, même s'il a un côté très offensif. O'Reilly, il a encore marqué d'ailleurs ce week-end, cette semaine. Il a tendance à avoir un repli défensif plus rapide, plus impactant, plus précis. Et Matheus Nunes a tendance à faire beaucoup d'erreurs. La plupart des grossières erreurs que je vois du côté de City viennent de son côté. Et le problème, c'est que de son côté, il a aussi Diaz, que je trouve un petit peu en dessous. Donc, les deux sur l'aile droite, voilà, il faut peut-être trouver quelque chose. On a un Nathan Ake qui est quand même sur le banc, qu'on ne voit plus du tout quasiment du côté de City. Le milieu de terrain, lui, fonctionne très bien. Voilà, Foden, Cherki, Nico Gonzalez, ça fonctionne très bien. Je trouve que tu as un Roberto Silva, un Bernardo Silva, pardon. Je me trompe toujours avec les noms portugais brésiliens. Un Bernardo Silva qui n'est plus au niveau des dernières années. Voilà, il commence à vieillir, mine de rien. Ça reste toujours le joueur le plus utilisé par Pep Guardiola dans son histoire, mais c'est plus le joueur de 2023. Et là, il a nettement baissé de niveau et ça commence à se ressentir. Donc je me demande si lui se faire remplacer par un Reinders pour commencer à renouveler déjà un peu l'effectif, ce serait pas une bonne solution. Mais en attendant, ça marche. L'effectif roule plutôt bien, mais encaisse beaucoup trop de buts. Et c'est peut-être le point faible actuellement de City, qui souvent se fait rattraper au score.
aucun problème pour aller marquer, c'est la meilleure attaque de Première Ligue, il n'y a pas de doute, surtout quand tu as Haaland qui est toujours aussi clinique devant. Alors un petit peu moins sur ces derniers matchs, mais quand il a une action, bah, il la rentre. Et tu as un Cherki qui est tellement haut, un Foden qui est tellement haut, même si Foden a été très en dessous sur le match face au Real, pardon, je trouve que bah, ça ne peut que marquer plus que encaisser. Mais il faut pas se faire surprendre. Voilà, on a pu voir avec des matchs comme Fulham, comme Leeds, que l'équipe pouvait être mise en danger à partir de la rentrée de deuxième mi-temps, quand on semble être en sécurité avec 2, 3, 4, des fois 5 buts d'avance. Et pourtant, tu flanches. Donc voilà, à voir si le travail sera fait là-dessus, à voir si la charnière défensive va se remettre à niveau, et surtout si Donnarumma se remet à niveau. Je le trouve toujours aussi bon sur sa ligne, il est très très bon là-dessus. Il l'a encore montré face au Real, mais encore une fois, dans tout ce qui est phase de jeu aérien, c'est compliqué. Il a encore fait une boulette face au Real où il a complètement loupé sa sortie. Heureusement pour lui, Vini derrière se foire complètement sur sa reprise de volée. Mais là, actuellement, Donnarumma ne me met pas en confiance. Donc on verra ce que ça donne. Je trouve que Crystal Palace est certes sur une bonne dynamique, mais pas aussi bonne que celle de City. City c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est un rouleau compresseur. Ça a beau être un déplacement du côté de Selhurst Park, on sait que c'est pas un déplacement facile. Il y a beaucoup de gros qui se sont cassés les dents là-bas. Mais je vois pas City s'effondrer. Je les vois trop forts en ce moment. Ils ont vraiment la hargne et ils veulent pas laisser Arsenal filer, surtout qu'Arsenal affrontera Wolverhampton. Donc normalement une équipe qui est censée être facile à battre cette saison. Voilà, ils ont 0 victoire hein, pour l'instant, seulement 2 nuls. Donc normalement ça devrait être une victoire pour Arsenal. Donc si tu ne veux pas repasser à 5 points de retard sur Arsenal, t'es obligé d'aller gagner du côté de Selhurst Park. Donc je vois une victoire de Manchester City, mais sur une marche très courte. On sait que la défense de Crystal Palace est vraiment très bonne. Glasner fait un travail excellent. Mais Pep Guardiola, c'est Pep Guardiola, et on connaît la capacité à City d'engranger un maximum de points dans les moments importants, et c'est un moment important, comme j'en parlais juste avant du côté de Chelsea, c'est le début de la période de Boxing Day, donc tu dois engranger de la confiance, et je vois clairement une victoire 2-1 de Manchester City, et continuer à coller Arsenal à 2 points, même si personnellement je souhaiterais une petite défaite. Troisième match, Manchester United face à Bournemouth, deux équipes totalement des dynamiques opposées. On a eu un Manchester United qui a complètement loupé son début de saison et qui revient, alors tout doucement, ça c'est pas encore parfait, il y a encore des défaites, il y a encore des matchs nuls par-ci par-là, mais on est quand même sur une meilleure dynamique que sur le début de saison, et du côté de Bournemouth, c'est totalement l'inverse. On était sur un début de saison exceptionnel, ils sont arrivés même jusque, je crois, peut-être la 10e journée, ils étaient 2e ou 3e de Première Ligue, et là, ça s'est complètement effondré sur les 5-6 derniers matchs, mais c'est abusé. Ils sont passés de la 2e place à la 13e actuellement. Manchester United est passé de la 15e ou 14e à aujourd'hui la 6e place. Donc voilà, deux directions totalement opposées qui peuvent s'expliquer du côté de Bournemouth par le manque actuel de réalisme d'Antoine Semenyo, qui a fait pourtant qui a fait un super début de saison, mais qui est un petit peu plus en difficulté sur les dernières rencontres. Il portait son équipe sur ce début de saison. Il a claqué, je crois, en l'espace de 5 ou 6 matchs, il avait déjà claqué 6 buts. Donc c'était des stats assez affolantes. Et là, ben voilà, gros manque de réalisme, ça devient très difficile pour lui. Et du coup, tout le collectif en pâtit. Du côté d'United, on est quand même sur une meilleure dynamique. On est sur des combinaisons trouvées, pas retrouvées, c'est plutôt trouvé. On est sur une charnière centrale qui commence à mieux marcher, malgré la blessure de Maguire qui pénalise quand même pas mal cette défense, parce qu'il était vraiment sur de très bonnes performances. Lenny Yoro, lui, risque de rester sur le banc. Il est en ce moment un peu... Mazraoui est préféré à Yoro, parce que bah, d'ailleurs, la dernière rencontre que fait Yoro en tant que titulaire, si je dis pas de bêtises, c'est face à Crystal Palace, et il est auteur de 2 grosses erreurs, notamment l'une qui amène le penalty de Mateta. Donc actuellement, Yoro, c'est assez compliqué. Mazraoui fait plutôt de bonnes performances. La charnière de Lucio et Mazraoui me semble être la plus probable. L'arrivée de Sen Lamens, c'est un petit peu ça qui a été le déclencheur du côté du United pour retrouver de la confiance. Et la paire finalement Casemiro-Fernandez commence à marcher, voilà. Ugarte a été laissé sur le banc, Casemiro a finalement réussi à s'imposer un petit peu plus dans ce milieu de terrain. Les ailiers, que ce soit Diallo ou Dalot, ça fonctionne plutôt bien, mine de rien. T'as un Mbeumo qui est toujours un petit peu au-dessus. Le gros problème du côté d'United, je trouve, c'est l'absence de Sesco. Alors Sesco ne faisait pas un début de saison exceptionnel, mais Zirkzee, je le trouve catastrophique. Voilà. C'était déjà pas une solution la saison passée dans sa rotation avec Højlund. Je pense pas que en remplaçant de Sesco, ce soit la réponse. Voilà, c'est toujours très compliqué devant. Cunha, depuis son retour de blessure, je le trouve un peu moins bon. Franchement, sur son début de saison, je le trouvais plutôt bon. Alors, ils avaient vraiment du mal encore à se retrouver avec Mbeumo et tout, et être très efficace devant le but. Mais dans le jeu, c'était hyper intéressant. Et Cunha, depuis son retour de blessure, je le trouve quand même moins bon. Après, à voir s'il retrouve au fur et à mesure des matchs son niveau.
Mais on est quand même voilà, sur un United qui est sur une meilleure dynamique. Bournemouth ne fait que s'effondrer. Ils ont enchaîné un nombre de défaites là sur les dernières rencontres. J'ai regardé, tu avais donc Manchester City, Aston Villa, Sunderland, Everton sur les 6 dernières rencontres. C'est quand même des équipes du haut de tableau, c'est des équipes qui sont plutôt sur des bonnes dynamiques actuellement. Mais tu fais également match nul face à West Ham, tu fais match nul face à Chelsea. Sur les 6 dernières rencontres, tu as 0 victoire. Tu as 2 nuls. Face à West Ham, ça a été compliqué, tu finis sur un 1-1. Face à Chelsea, tu te fais dominer toute la rencontre. Heureusement, tu finis sur un match nul, mais tu ne mérites même pas le match nul, clairement, tu méritais de perdre. Donc pour Bournemouth, c'est très compliqué. Du côté d'United, tu as une belle victoire face à Wolverhampton 4-1, mais bon, voilà, tout le monde connaît la situation de Wolverhampton. T'as la victoire face à Crystal Palace, qui a quand même fait beaucoup de bien, malgré l'ouverture du score justement de Mateta sur l'erreur de Euro. Derrière, tu te réveilles et tu réponds très très bien à ça. T'as le match nul face à West Ham, qui était quand même aussi... face à Tottenham, pardon, sur les dernières secondes, même chose, de Lear qui arrive de la tête, qui marque un très très beau but. Donc, t'as tendance à bien répondre dans les matchs, à avoir du répondant, à avoir de la grinta, mais ça reste toujours compliqué. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu répondes. Tu as du mal encore à dominer les matchs de A à Z. Wolverhampton, on le met de côté parce que cette équipe, tout le monde l'a dominé cette saison. Mais face à tous les adversaires quasiment que tu as eu cette saison, ça a été très compliqué. Pour aller gagner face à Chelsea ou sortir un nul, je sais plus, il a fallu quand même une expulsion très précoce de Sanchez. Sinon, tu étais dans le mal. Et franchement, du côté d'United, voilà, ça fait peur. Mais Bournemouth est tellement dans une dynamique négative et tellement dans une passe noire de leur saison que je les vois mal gagner à Old Trafford. Même si les dernières rencontres du côté de United à Old Trafford ont été compliquées. Tottenham, le match nul... Non, pas Tottenham, pardon, c'est Nottingham Forest. Nottingham Forest, le match nul, c'est à domicile. West Ham, le match nul, c'est à domicile. À domicile, t'es pas toujours ultra confiant. Limite, tu réussis un petit peu mieux à l'extérieur qu'à la maison. Donc, à voir ce que ça va donner, à voir si Bournemouth réussit à récupérer sa dynamique de début de saison et Anthony Semenyo au top. Mais je vois quand même un United dominant, je vois un United qui se trouve de plus en plus, qui réussit à mettre ses préceptes de jeu en place. Amorim finit par faire du bon travail et n'est toujours pas limogé, donc on va se dire que c'est plutôt positif de ce côté-là. Le groupe a l'air d'aller un petit peu mieux, donc on verra ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Encore une fois, entrée de Boxing Day, c'est important d'engranger énormément de confiance. Je vois United l'emporter également, je vois vraiment un Bournemouth trop malade en fait. C'est ça en fait le problème, c'est que Bournemouth sont absolument trop malades. Et un bon 2-0 parce que personne ne marque du côté de Bournemouth, parce que les juniors croupis actuellement ils dorment sur le banc, parce que Semenyo n'existe plus, parce que Senesi en défense ça devient compliqué. Voilà, il y a de grosses difficultés quand même du côté de Bournemouth. Et je vois une nette victoire de 0, même dans le jeu ça va être une vraie domination de la part des Red Devils. Et ça conclut déjà nos pronostics pour les 3 prochains matchs. Donc j'espère en tout cas que ces pronos vous auront plu. On suivra ensemble évidemment les rencontres de cette 16e journée de Première Ligue avec impatience. On aura 3 journées, samedi, dimanche et lundi pour le match de Manchester United. J'essaierai de débriefer un maximum de matchs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et à ce week-end. Salut mes cracks.